Eh bien, bien le bonjour à tous et bienvenue pour cette revue de la saison 2 de House of the Dragon. La House du Dragon. Évidemment que j'allais la refaire, évidemment. Alors, premier point, la prochaine vidéo qui sort, c'est une analyse stratégique. Je sais que tout le monde l'attend, c'est bon, elle arrive, voilà, c'est la prochaine vidéo qui sort. Deuxième point, je n'ai pas Ourson cette fois, j'ai le chroniqueur. Bonjour chroniqueur. Bonjour tout le monde. Parce que Ourson avait la flemme tout simplement, mais c'est pas grave, nous avons quand même des choses à dire à nous deux. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette magnifique saison de House of the Dragon, pas Game of Thrones, c'est le spin-off de Game of Thrones. Donc on a eu une première saison de mise en place des relations entre les personnages, et là nous avons une deuxième saison, contrairement à ce qu'on attendait, où c'est pas la guerre qui est lancée directement, mais plutôt la géopolitique, qui va faire alliance avec qui, quelle maison va se rallier à quelle bannière, et du coup la guerre ce sera pour la prochaine saison. Que penses-tu de ce résumé? Oui, mais du coup t'as un petit peu spoilé les questions habituelles. C'est-à-dire les attentes et puis... Mais non, c'est pas grave, c'est pour enchaîner, c'est une transition douce, voyons, puisque je suis oui. vraiment un sacré professionnel, comme toujours, oui. l'organisation, tout ça, on connaît. Bref, bah du coup, alors, on l'avait pas fait pour la saison 1, parce qu'on n'avait pas encore ce petit format habituel, mais c'est pas grave, on va le faire pour cette saison 2. Que connaissais-tu de l'univers quand tu as entamé cette série? Oui, surtout que moi j'étais pas dans la saison 1, donc... Oui. Et alors, pour l'univers de Game of Thrones, ça va prendre un peu de temps, parce que pas mal de choses à dire. Ah bah après, tu fais ça de manière rapide, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as... Oui, donc c'est un univers que je connais plutôt assez bien, univers que j'ai découvert d'abord par la série, comme beaucoup de gens, beaucoup de monde, série que j'ai bien aimée. Même la dernière saison. Ah voilà, on les chalébrait ici. C'est défenseur. Exactement. Voilà, j'ai lu les bouquins qui sont encore meilleurs que la série et très frustré que Pépère ne finisse pas. Oui, voilà, petite parenthèse aussi, parce qu'à l'origine c'est comme une chaîne de jeux de figurines. Je l'attendais. Évidemment, je joue au jeu de figurines donc qui s'appelle le jeu de Game of Thrones, Song of Ice and Fire. Tu veux dire comme le titre original des livres Game of Thrones? Mais non. Exactement. Donc alors pour ceux qui savent pas, il y a eu un jeu de figurines et j'y joue. Mais voilà. le temps viendra où on en fera une vidéo de gestes des pinoufs, évidemment. Je mets les pierres en place pour la suite. Voilà, puis c'est un univers aussi, je suis allé pas mal sur... Il y a un excellent site qui s'appelle La Garde de Nuit, qui référence un peu tout ce qu'on sait dessus. J'y ai passé aussi beaucoup de temps, donc je peux parler... de Tolkien Deal pour le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Voilà, donc je suis capable de parler de la géopolitique, de la religion, un peu tout et n'importe quoi. Et pour terminer, j'ai vu donc la saison 1 que j'ai bien aimée, et avant de voir la saison 2, j'ai lu un peu moment de culture dans cette vidéo. Voilà. Ce livre-là qui raconte les événements de la saison. On y reviendra. Oui, voilà. La série est adaptée, comme on l'avait dit dans la saison 1, la série est effectivement adaptée d'un bouquin, ce qui est une bonne chose parce que on sent qu'ils savent où ils vont, et on en reparlera plus avant, j'en ai aucun doute. Quant à moi, évidemment j'ai aussi découvert avec la série, j'ai lu les livres mais pas tous, je sais plus où je me suis arrêté, mais voilà, et puis c'est déjà un bon tour quoi. Oui, donc qu'attendais-tu de cette saison 2? Cette saison 2, du coup, qui était un petit peu spoilé, je m'attendais un peu comme tout le monde à, ça y est, la phase de la guerre commence, donc avec des batailles et des dragons. Voilà. Techniquement, il y a eu une bataille et des dragons. On y reviendra dans la question après, mais oui. Évidemment. Moi, pareil, je m'attendais effectivement, comme je l'ai dévoilé, oh non, mon Dieu. Je m'attendais effectivement à ce que ce soit la grosse guerre, mais ça ne l'est pas. Et on reviendra là-dessus parce qu'il y a sans doute des choses à dire sur le sujet. Et donc, ce qui nous amène à qu'a-t-on pensé de cette saison? Personnellement, je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé à la hauteur de la saison 1, mais peut-être un tout petit peu en dessous, il y a eu quelques longueurs. Alors, pour ma part,
Alors, il y a eu des dragons, ça c'est bon. Il y a eu des dragons, ouais, alors on a été Voilà, il y a eu servi. des dragons. Les batailles, par contre, un petit peu décevant. Et alors, j'ai bien aimé globalement. Après, il y a des aspects où j'ai moins apprécié. Enfin, pareil, on redétaillera ça après. Mais il y a un aspect, on va dire, nouveau de Game of Thrones. Enfin, non. Dans l'univers de Game of Thrones, qui m'a pas trop plu. Je trouvais que ça perdait un peu de son intérêt. Et, Ah bah écoute, bah, alors, enchaînons, vas-y, de quoi s'agit-il là? je trouvais qu'on s'est beaucoup attardé sur la psychologie des personnages et non plus sur. Il y avait plus de psychologie que d'intrigue géopolitique dans cette saison. Alors je vois ce que tu veux dire, mais justement, moi je trouve que ça fait partie de l'intérêt. C'était déjà pas mal présent dans la saison 1, il faut le dire. Et, bah, je trouve que ça fait partie de l'intérêt de la série parce que comme ça évite que ce soit juste un Game of Thrones bis, tu vois. Que ce soit juste une répétition et ça fait. Ça fait une différenciation avec la série originale, quoi, tout simplement. Enfin, l'histoire était déjà différente. Puis comme tu faisais remarquer dans la saison 1, on était plus sur des intrigues de cours que des intrigues, enfin, des différentes maisons. Enfin, Mais c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur. Bah écoute, on va pouvoir faire un petit point personnage, vu que moi j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. On s'attarde beaucoup sur certains personnages, donc bah, notamment les principaux évidemment, donc Daemon, Rhaenyra et Alicent. Ces trois personnages sur lesquels on passe beaucoup de temps comment dire, à ne rien faire entre guillemets. Ça c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. Il y a Daemon qui devient moitié folle dingo à forniquer, à s'imaginer forniquer avec sa mère ou je sais pas quoi là. il a passé trop de temps à Renhal, mais c'est. Enfin. Je reviendrai aussi sur ce point un peu plus tard, mais quand on compare avec le livre. Mais, Ouais. Il y a un élément que je l'ai trouvé assez intéressant quant à Daemon, c'est qu'il est joué par Matt Smith. Et Matt Smith joue aussi le mari de la reine Elisabeth II dans la série The Crown. Ouais. Alors j'ai pas vu la série The Crown, j'ai seulement vu des extraits par-ci par-là. Et je trouvais qu'il y avait des comparaisons intéressantes à faire parce que bah, c'est deux rois consorts et puis qui sont pas très à l'aise forcément, dans les deux cas qui sont pas forcément très à l'aise avec l'idée de partager le pouvoir, si le terme partager n'est pas trop fort, tu vois. Et des extraits que j'ai vus de The Crown, je trouvais qu'on finalement retrouvait un peu le même genre de personnage. Bah, alors, peut-être, je sais pas par rapport à la série du Crown, mais là par rapport donc, à la Maison du Dragon, enfin, de toute façon depuis le début de la série, enfin, il est volontairement mystérieux, on sait pas trop, enfin, il est un peu pas lunatique, mais il, enfin, un coup il fait, enfin. Un coup, il fait le gamin à vouloir ce qu'il veut. Un coup, il fait preuve d'une grande sagesse. Et puis finalement, on va dire, il se remet à sa place. Il y a... Mais là, c'est pas clair. Dans la saison 1, un coup, voilà, il voulait emmerder son frère. Il partait faire la guerre. Enfin... il pensait que ça lui donnait une légitimité, puis un coup il revient, et puis finalement son frère il l'aime bien, et puis il lui le genou. Et puis c'est en permanence comme ça. Enfin, dans les bouquins c'est pareil. Enfin, on n'arrive pas très bien à le cerner, ce qu'il veut pas. Mais je pense que c'est surtout lui-même qui n'arrive pas vraiment à se cerner en fait. Il essaie de se trouver une place. Non, mais je trouvais que pour le coup dans la saison 1 c'était bien retranscrit, qu'il y avait une espèce d'évolution. Au début effectivement il est là pour faire chier le monde un peu, genre ah regardez j'existe. Puis en fait au fur et à mesure il finit par comment dire, se soumettre entre guillemets à son frère, par reconnaître la légitimité de son frère, tu vois. Et là en fait il a un parcours un peu similaire, tu vois, dans cette saison 2, il voit comme une espèce d'occasion de reprendre ce qu'il estime être son droit, à savoir la couronne, puis il finit par reconnaître la légitimité de Rhaenyra. Ouais, mais du coup son évolution, la saison 1 je trouve qu'elle est un peu atténuée, il revient un peu à la case départ, puis enfin...
En plus, enfin, c'est un adulte, hein, enfin, il a, à ce moment-là, enfin, il a facilement bien une cinquantaine de balais. Enfin, en plus, enfin, il est expérimenté, enfin, dans les intrigues, la guerre, tout ça. Voilà, je le trouve un peu moins convaincant et puis vraiment on s'attarde sur sa psychologie. Enfin, tu parlais, il fornique avec sa mère parce que enfin, apparemment il l'a jamais connue. Donc enfin, il a des visions un peu bizarres. Mais enfin après voilà, enfin là je trouve qu'on lui donne trop, on va dire, on explique un peu trop comment il fonctionne. Bah, c'est Alors vrai que qu'il y a aussi c'était. un point qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un Targaryen et que les Targaryens, bon, ils sont un peu à moitié vérolés. Bah, pas qu'à moitié, ils sont des bons gros consanguins, ça c'est Oui, certain. mais justement, et dans le cas de Daemon, c'est que il en a, on va dire, tous les bons attributs physiques, intellectuels, ce genre de choses, mais apparemment enfin, il est pas stable par contre psychologiquement. Enfin, bon. Moi, j'avais Oui. l'impression que dans les bouquins, il était retranscrit comme ça, et là, là, on a l'air de tout lui mettre, enfin, psychologie, enfin, parce qu'il il a pas aimé quand il était enfant, parce que gna gna gna, enfin, c'est. Alors Tu te après, dis, ça dure 8 épisodes. oui voilà, c'est ce que alors, il y a deux choses à dire. La première, un point négatif et la deuxième un point positif. Donc le point négatif c'est que effectivement c'est un peu longuet, il y a beaucoup de moments où on est en mode bon allez on passe à la suite là, s'il vous plaît hein. Parce que ça évolue assez lentement. Maintenant point positif, je trouve que ça en contrepartie ça développe bien Arenol à côté. Ça j'étais content parce que Arenol c'est quand même un point extrêmement important de l'univers, hein, un point assez central. Mm. Il se passe toujours plein de choses et pour le coup dans Game of Thrones c'était vraiment on y passait on y passe 3 fois et c'est fini quoi. Non, il Là, y a une saison complète, hein. oui, mais c'est pas, c'est un lieu comme un autre, tu vois. Ça pourrait se passer en pleine Cambrousse ou c'est pas vraiment centré sur le fait qu'Arenol soit un lieu maudit, etc. Non, effectivement, c'est centré sur autre chose, mais ouais. Oui, bah, tu sais, tout le passage effectivement avec Arya et Tywin, ça pourrait fondamentalement être n'importe où que d'autre. Alors que là, c'est vraiment Arenol et tout le côté maudit, tout le côté qui est développé. Qui a un peu aussi une continuité de la saison 1 quelque part, puisqu'on retrouve effectivement, c'est là qu'on brûlait les Strong, toute la mythologie autour de. Bah, c'est là qu'a eu lieu le conclave pour élire Viserys roi. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc, ça devient un élément. Ça retrouve dans cette série sa juste place centrale, importante au sein de Westeros, quoi. Oui, oui, c'est vrai aussi, mais c'était pas forcément nécessaire de tourner autour de. Enfin, puisque, enfin, Aeron a un enjeu stratégique durant la danse des dragons de toute façon. Donc, Oui, oui, mais effectivement, j'aurais trouvé plus judicieux qu'on s'intéresse, comment dire, qu'on passe moins de temps sur Daemon et qu'on s'intéresse peut-être un peu plus au merde, au seigneur de, c'est pas le Conflent, c'est l'autre ne mettre pas surtout, qui sont soumis au TUI, qui justement toute la saison tourne autour de les Bracken et les. oui, mais la région, comment ça s'appelle la région? Oui, c'est le Conflent. C'est le Conflent? C'est le Conflent. Ah oui merde, je confonds. C'est ce qu'ils disent, la clé de la guerre, c'est le Conflent, et la clé du Conflent, c'est Arenol. Et puis. Après, Et bah, le Conflent, ouais. Et peut-être aussi un peu plus à la sorcière dont j'ai oublié le nom, c'est Alice, je crois, non? Alice River. Alice River, oui, River, c'est River, ça c'est certain. Ouais. Alors. On reviendra aussi un peu par rapport au bouquin. Enfin, on peut peut-être d'abord terminer sur les personnages et ensuite, si tu veux, on peut passer. Ok, bah, après j'ai plein de trucs à dire sur les personnages, mais ça va être très bien. On a fait le point Daemon, j'aimerais faire un petit point Rhaenyra. Rhaenyra, je trouve qu'elle est un peu faible par rapport à la première saison. Alors, exactement pareil. Je trouve que dans la première saison, on l'a montré comme une gamine pourri gâtée, et dans la deuxième saison, on la montre comme quelqu'un de faible. Mais pas parce que Bah alors, d'un ses côté, conseillers veulent l'affaiblir, mais parce qu'elle est vraiment faible. oui, en fait, dans la première saison, elle est active, elle prend des décisions, etc. Alors pas toujours des bonnes décisions, mais elle fait des trucs. Là, elle est plus passive, elle subit un peu les événements, elle les regarde un peu faire. Alors, d'un côté, je vois ce qu'ils ont voulu faire, une espèce de, comment dire, de montée en sagesse un petit peu. C'est-à-dire que bah, dans la première saison, elle faisait un peu ce qu'elle voulait, et là, ah merde, je suis reine, faut que je réfléchisse avant de faire des actions, il y a des choses que je fais ont des conséquences.
Mais effectivement, il y a un contraste un peu brusque de l'évolution du personnage, je trouve. Ouais, bah. C'est un peu bizarre, mais alors. Après, élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle a perdu un gamin aussi. Certes, mais on passe assez vite dessus finalement. C'est justement ce qui, à la fin de la première saison, nous faisait dire ah, ça y est, ça va être la grosse guerre, parce que la fin de la première saison se termine sur sa réaction quand on lui apprend que son fils est mort. Et là, en fait, c'est un peu torché en un épisode, tu vois. Elle fait son deuil assez vite. Son deuil, oui. Par contre, enfin, psychologiquement, et par exemple, le fait qu'elle n'utilise pas tous ses gamins. Oui, ça d'accord. Mais oui, voilà. Et alors, en l'occurrence, je me dis, peut-être ils ont peut-être voulu exagérer parce que c'est vrai que dans le bouquin, c'est ce qu'ils disent. Enfin, la mort de son premier fils l'ébranle. Enfin, elle prend du poids. Enfin, je vois plein de choses. Enfin, il y a. Mais effectivement, je suis d'accord. J'ai trouvé que elle était faible, mais pas parce que à plusieurs reprises, enfin, ses conseillers, on a l'impression qu'ils essaient de la rendre faible. Non, non. Enfin, elle est faible, on va dire naturellement. Enfin, c'est un peu. Alors, il y a qu'à la toute fin où. Oui, bah, alors, on en reparlera de la toute fin, mais effectivement, il y a qu'à la toute fin où on retrouve un peu une dynamique de ah, ça y va se passer des choses. Alors, la théorie que j'ai vu passer sur internet et qui est aussi la mienne, c'est que bah, en fait, la série est adaptée sur. Là où Game of Thrones s'est adapté plus ou moins une saison, un bouquin, plus ou moins à quelques détails près. Là, en fait, ils ont prévu à peu près 4 saisons sur un seul livre, quoi. Donc il faut étirer un peu plus. Alors après, le livre s'y prête plus dans la mesure où, on en parlera après, le livre en fait est construit sous une forme de 3 témoignages qui s'imbriquent les uns les autres et qui se contredisent les uns les autres. Et donc, il y a plus un côté, pas Bible, mais retranscription d'événements, tu vois. Oui, ça s'y prête plus à s'adapter en longueur, mais peut-être qu'ils ont peut-être un peu trop tiré sur la corde. Alors, du coup, je vais pouvoir tout de suite en parler. Alors, ils ont dit que ça s'est clôturé par la 4e saison. Ils l'ont dit un peu à mi-saison de la 2e. Ils ont dit que ça se terminerait à la 4e. Et visiblement, ils ont découpé ça quand tu vas voir sur le site de la Garde de la Nuit. Quand tu vas voir sur la rubrique Danse Dragon, ils te mettent ça en 4 parties, justement. Et la première et la 2e partie correspondent à la saison 1 et de saison 2. Donc ouais, voilà, donc effectivement, la saison 3 suppute avoir moult bataille, et la saison 4 suppute, on va dire, plus la fin avec tout le... Sans en dévoiler trop, parce que voilà. Là on ne dévoile que la 2e saison pour l'instant. Alors après, comme tu l'as fait remarquer, je tiens à rappeler, ceci, ça fait partie de l'histoire de Game of Thrones, donc qui meurt, qui gagne, qui règne, ça c'est connu dans l'histoire. C'est vrai, techniquement. Geoffrey, il a spoilé dans la saison 4, je crois, tout le genre. Ah, ça sert. Quoique, il y a quelques changements que j'ai pu voir par rapport au bouquin. On en reparlera d'abord. Oui, on reviendra là-dessus. On va d'abord finir sur les personnages. Alors, je finirai vite fait sur Rhaenyra. J'ai noté que la manière dont elle est pas très diplomate avec ses conseillers en mode ah, c'est bon, je suis reine, vous faites ça m'a beaucoup rappelé Daenerys. C'est pas un point positif pour le personnage. Et ça reste une Targaryen. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, il y a le côté aussi, c'est une femme qui forcément est toute une partie appuyée dans la série, qui pour une fois légitimement appuyée dans la mesure où ça fait partie du contexte de est-ce qu'une femme a une légitimité à régner, quoi. Mais donc ça c'est quelque chose qui historiquement est très documenté, que la plupart des femmes quand elles ont régné, elles ont dû régner avec plus de violence dans la mesure où c'était le seul moyen d'être écoutées par les hommes qui étaient autour d'elles, quoi. Oui, surtout que bon, elle a visiblement un conseiller un conseil de vieux croutons, et en plus qu'elle est en position de faiblesse et que les choses se passent pas comme elle le veut. Donc effectivement, il y a le contexte, et on va dire il y a le contexte aussi défavorable à sa légitimité qui fait que. Effectivement. Et donc pour finir sur Rhaenyra, je trouve aussi qu'elle a un parcours un peu inversé. Je trouve qu'Alicent et elle ont un parcours inversé sur les 2 premières saisons. C'est-à-dire qu'au début, Alicent, elle est très allez, je fais mon devoir, je fais ce qui doit être fait, je fais pour ma famille, etc. Et là, à la fin de cette saison 2, elle est plus en mode bon, peut-être que maintenant je vais commencer à faire un peu ce que je veux, parce que en fait tout le monde me voit chier. Donc, et du coup, Rhaenyra a un parcours inverse. Dans la première saison, c'était elle qui était là à dire oh, j'envoie chez tout le monde, je fais ce que je veux. Et là, elle est plus à essayer de faire un peu plus son devoir, à essayer de réfléchir un peu à ce qui doit être fait.
C'est tout. Après, c'est toute la complexité de choses parce que la série ne veut nous donner où on soutient les verts ou on soutient les noirs, mais les deux, enfin, c'est des gros connards et notamment à la toute fin quand Rhaenyra sort à Alicante, toi tu n'as pas payé le prix, enfin, gna gna gna. C'est un petit peu mensonger Oui, hypocrite oui, parce oui, que oui. Totalement, voilà, on est d'accord, enfin, on est d'accord. Mais c'est ce que j'avais déjà dit là, dans la critique de la saison 1, c'est que j'ai toujours pas choisi de camp. Moi, il y a toujours pas un camp où je me dis eux. Alors, je penche un peu plus du côté des noirs. Parce que dans les noirs, dans leur camp, ils ont le petit gosse Tully, qui est officiellement devenu mon personnage préféré de la série, là, qui prend le pouvoir, qui renvoie chier Daemon bien comme il faut. J'étais là, oui, c'est toi que je veux. Bah, du coup, il devrait bien te plaire s'il est fidèle au livre. Il devrait bien te plaire. Mais, Oui, bah là. moi, je donnerai mon soutien à la fin de vidéo. Je pensais que ça était bien comme conclusion. Très bien, on verra ça à la fin de la vidéo. Mais oui, le petit gosse Tully là. Allez, c'est un peu mon Ned Stark de la série là pour l'instant. Non, bah bref, je donnerai mon avis sur la question à la fin de vidéo. Fort bien. Que dire d'autre sur les personnages j'aimerais passer un petit coup sur Aemond. C'est Aemond son nom Oui, avec le qui se fait cramer la gueule. le fratricide, pardon. Oui, la Là, tentative. il a tué son frère et c'est l'un de ses surnoms, entre autres. Et qui est assez On l'a pas encore très vu, ça. péjoratif On est dans d'accord. l'univers de Westeros. On n'a pas encore vu ça, on est d'accord. Bah si. Non, son cousin, à la saison 1, il tue le Luthieris. Et du coup, on le surnomme le fratricide parce que Oui, alors, ok, je revois ce que tu veux dire. Sauf que du coup, ça, le surnom de fratricide n'est pas dans la série pour le coup. Si, il me semble qu'il commence. Si, je crois qu'il apparaît de saison 1 ou 2, à un moment, on lui balance ça à la gueule. Bon, bah, j'ai pas fait gaffe. En revanche, de toute façon, c'est pas celui avec l'œil en moins dont je parlais, c'est celui qui se fait cramer la gueule qui est le roi officiellement. Ah, Aegon. Ah, c'est Aegon. Ah bah oui, Aegon, oui, logique. deuxième Oui, vivant, c'est tout le principe du quiproquo, effectivement. Oui. Effectivement. Donc c'est sur Aegon que je veux faire un petit point parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu comme on le voyait dans la saison 1, c'était une petite merde, un gosse pourri gâté. Et en fait, ça m'a un peu surpris. Alors, il est pas compétent, mais il essaye un peu d'être un bon roi, tu vois. Alors, on le voit notamment dans le passage de doléance où il essaye un peu d'écouter le peuple, de leur donner ce qu'ils veulent. Alors, il le fait pas forcément bien parce que ça se voit qu'il n'a pas eu d'éducation à régner. Mais. Il essaye, tu vois. Et c'est pas un espèce de Geoffrey qui est là, il a torturé. Il y a des petites tentatives de, allez, j'essaye d'être un bon roi. Même quand il fait vraiment franchement de la merde, comme quand il va pendre tous les ratiers, tous les chasseurs de rats. Tu comprends son cheminement de pensée de dire je veux pas qu'on pense que je sois un roi faible, il a pas une volonté de faire du mal, il a une volonté de justice entre guillemets, il fait mal, mais il a une volonté de justice, tu vois. Je dirais pas de justice, parce que c'est quand même assez bien montré, il aime bien être mis en avant, oui, il fait sa corner et tout. Quand on lui dit on va te renommer le conquérant, on va te renommer le victorieux, oui, etc. Mais et d'un autre côté, il y a plein de moments dans cette saison où ils sont en mode peut-être qu'on peut te renommer merde, j'ai oublié. Le magnanime, non voilà, le magnanime, des trucs positifs, il est en mode pourquoi pas, j'aime bien, tu vois. Il y a le personnage m'a surpris de. Alors, je sais pas pour le défendre parce que c'est quand même une petite merde, mais il m'a surpris de ne pas être aussi mauvais que ce que j'attendais, tu vois. Je pense que c'est pas de la justice, c'est pas de la bonté, c'est de l'ego. Il aime ce qui flatte son ego et magnanime, tu vois, il sait que ça plaît. Oui, alors, je suis d'accord. Encore une fois, c'est pas pour le défendre. Je dis pas qu'il fait ça de noble vertu chevaleresque. Je m'attendais à ce qu'il soit un pire connard, tu vois. Après, il est jeune et un peu con. Par contre, il est mauvais. Oui, mais oui, non, il est mauvais dans le sens incompétent, mais il est pas mauvais dans le sens maléfique, tu vois. Pas foncièrement. Non, ouais, non. Là où, pour le coup, son frère, Aemond, que je retrouve les bons noms, ils s'appellent tous pareil aussi, j'y peux rien. Aemond, lui, est beaucoup plus vicieux, pour le coup. Je sais pas, parce que j'ai aussi
il nous était présenté dans la saison 1 comme quelqu'un qui aurait fait un bien meilleur roi. Mais finalement, je ne suis pas si certain. Parce que quand il accède au titre de prince régent. Alors, il est plus compétent en termes militaires, c'est certain. Par contre, en termes de gestion du royaume, de gestion du peuple, etc., ça se voit qu'il n'en a rien à foutre et ça lui attire des ennuis d'ailleurs. Ouais, mais... Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que, de toute façon, le parallèle a été fait dans la saison 1, et c'est normal, entre Aemond et Daemon. Ils ont un peu le même parcours, et un peu le même... Sauf qu'il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Mais, Oui, mais et du coup, je trouve qu'il y a une continuité effectivement dans cette comparaison du parcours, puisque là où Daemon, donc, qui est joué par Matt Smith, qui est l'époux de Rhaenyra, voilà. On essaye de rendre les trucs clairs parce qu'ils ont tous les mêmes noms, c'est con. Déjà qu'ils sont consanguins, en plus ils ont tous les mêmes noms, on va pas s'en sortir. Donc c'est facile. Oui, certes. Donc lui, Daemon, finit effectivement à la fin de la saison par se ranger, par abandonner du moins c'est ce qui semble, par abandonner ses prétentions au trône et se ranger derrière Rhaenyra. Là où Aemond, qui est donc le mec avec un seul œil qui devient prince régent, lui, ce serait un peu un Daemon de la saison 1 qui aurait réussi son objectif de faire son petit coup d'état entre guillemets, tu vois. Ouais, effectivement, on peut voir ça comme ça. Alors, toujours pareil, je m'attends du coup à ce que dans la saison 3, on ait une grande confrontation entre les deux, et les deux semblent l'attendre d'ailleurs, parce que les deux en font mention à plusieurs reprises, on va devoir s'affronter à un moment ou à un autre. Ah bah de toute façon... Oui, indépendamment de ce qu'on sait des bouquins, je veux dire. Nous jouons la série ici, bien sûr, évidemment. Oui, mais... Voilà. T'as d'autres points à faire sur les personnages, toi ? Alors, moi, c'est un petit point négatif. Il y a quelque chose que je trouve qui était inutile. C'était les deux confrontations entre Rhaenyra et Alicent. Alors, elles étaient pas inutiles, mais je trouve effectivement qu'elles étaient mal placées. Elles faisaient un peu forcées. Alors, non, pour moi, c'est inutile dans le sens que je trouvais ça plus intéressant d'avoir un conflit basé sur... pas un quiproquo, puisqu'en fait, il y en a une qui ne sait même pas, en fait, Ah oui, tu veux dire que Alicent ne se rende jamais compte que... Oui. Ouais. Parce que normalement, il t'explique, voilà, la danse des dragons, elle revient vraiment sur la rivalité entre les deux, quoi. J'aurais trouvé ça plus intéressant, enfin, que jamais, en fait, elle ne se revoit, pendant ces moments-là, et que jamais, en fait, elle essaye de mettre les choses au clair. Enfin, surtout que, voilà, Alors, à la fin de la saison, ils nous disent, ouais, l'autre, il murmure Aegon et tout, tu vois vraiment qu'Alicent, elle est persuadée et tout. Ça lui donne, on va dire, une légitimité, enfin, même si nous, spectateurs, on sait que c'est faux, quand on se place dans le camp des Verts, oui. Bah forcément, t'es obligé d'adhérer. Alors que là, maintenant qu'elle est truc, surtout qu'elle se rend compte, putain, j'ai fait de la merde, enfin... Alors, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord en partie. Maintenant, je pense que, du point de vue de la volonté, avec la volonté de la série, je pense que c'était l'histoire de pas laisser Alicent complètement sur le côté, parce que bah, là, elle est un peu éjectée du truc, et c'était pour continuer à essayer de développer le personnage, pour qu'elle puisse continuer d'exister après avoir été éjectée du conseil, tu vois. Parce que sinon, bah, elle aurait un peu disparu avant un petit moment, quoi. Donc je pense que c'était une espèce de tentative d'essayer de la garder, d'une part, et d'une autre part, je trouve que ça appuie un autre élément de la série, dont on va reparler après, qui est que les événements semblent échapper un petit peu à tout le monde en fait. C'est-à-dire que même quand elle se rend compte que ah merde j'ai fait le curry, de toute façon c'est trop tard, elle peut rien y faire, elle ne peut pas le changer, tu vois. Et je trouve que c'est un fil rouge tout au long de la saison, que les choses se passent sans que personne n'ait vraiment une capacité à influer les choses, elles semblent avancer sans que personne ne soit vraiment moteur et décisionnaire de toutes les actions, tu vois. Tous les personnages sont plus ou moins subir ce qui leur arrive. Après, ils le disent, hein. Les dragons, ça change tout. Enfin, oui, ça change grandement la donne. Même si, on va dire, dans cette saison, l'avantage est plutôt au vert. Parce que c'est quand même eux qui dominent un peu toute la partie. Ils ont pas... Enfin... ils sont moins passifs, effectivement, oui, c'est certain.
Bah, ils sont moins passifs et puis ils ont plus de résultats. Ils prennent à peu près tous les châteaux de terre de la couronne. Ils arrivent à plus ou moins rallier des armées. C'est pareil, on te parle en arrière-fond que dans le BF. Bon, ça se passe pas tout à fait bien, mais c'est plus Rhaenyra qui est mis en méthode faiblesse durant les 3 quarts de cette saison que l'inverse. C'est vrai, oui, non, mais oui, bien sûr. Bah écoute, je propose d'enchaîner sur un petit point jeu politique entre guillemets de la série, parce que j'avais pas mal de choses à dire là-dessus aussi. Du coup, on les lançait sur le sujet. Bah, alors, c'est ce que je disais en introduction, je trouve qu'il y en a un peu moins, puisque de toute façon, voilà. Là, les choses, au moins sur ce point-là, ils sont lancés. Il y en a un peu moins dans la saison 1, c'est vrai, mais il y en a quand même beaucoup plus que dans Game of Thrones pour le coup. Dans Game of Thrones, on suivait beaucoup plus des personnages et après les armées gravitaient autour d'eux. Là, on voit beaucoup plus de tentatives de diplomatie, d'alliance, de qui va soutenir qui. Après, des complots, assassinats, manipulations, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, sur ça, oui. Puis c'est vrai aussi, petit point par contre très appréciable. Tu parlais d'Red Hall tout à l'heure. Je trouve que cette saison met par contre beaucoup en avant toute la diversité et la complexité des maisons de Westeros, oui, pas que les grandes maisons. Toute la féodalité, effectivement, tous les systèmes de vassaux. Oui, effectivement, je suis d'accord, oui, absolument. Oui, tu parlais notamment d'Aren Hall. Moi, j'irais jusqu'au Conflans, parce que le Conflans, c'est la grande absente de Game of Thrones, hormis les Tully et les frères. Bah, ils sont un peu secondaires, moi-même, on comprend même pas que c'est une des grandes maisons équivalent avec les autres, quoi. Voilà. Alors que là, on voit les grandes maisons du Conflans, donc il y a les Bracken, Après, les Bracken et les autres, j'ai oublié, techniquement sont des petites maisons. C'est ce que je cherchais aussi. Oui, mais on voit aussi les Malister, on voit les frères, on voit les Piper, et puis on comprend que voilà, surtout que le Conflans c'est l'un des des royaumes les moins stables de l'univers. Oui, voilà, c'est effectivement qui a besoin d'un Tully pour les rassembler, sinon ça marche pas. Effectivement, et encore le Tully, il t'explique aussi, il arrive pas toujours à le faire. Et là, aussi donc par rapport aussi à la diversité dans les armées aussi, je trouve ça. Alors, on le voyait un tout petit peu dans Game of Thrones, mais beaucoup moins. Là, effectivement, il y a une beaucoup plus grande diversité d'écussons, d'armures, etc. Dans Game of Thrones, on le voyait de temps en temps. On le voyait surtout pour les Stark, parce que les Stark, c'est ceux qui avaient plein de familles. Là, effectivement, il y a au moins 5 blasons différents dans l'armée du Conflans. Là, la campagne qui mène dans les terres du roi, où ils prennent au fur et à mesure, donc il y a le blason d'Hightower et des vers qui commencent. Et les blasons qui s'ajoutent un petit peu au fur et à mesure qui prennent des châteaux, effectivement, oui, absolument, oui. Et donc, on a aussi une belle représentation de ce que pourrait ressembler une armée médiévale. Mais alors, ça, je trouve que c'est un très gros point fort de cette saison 2. C'est que, historiquement, évidemment, Game of Thrones n'a pas existé historiquement. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'éléments qui viennent d'inspiration historique manifestes. Et ça m'a fait très plaisir. Il y a beaucoup de petits éléments, y compris dans les costumes, dans les armures, qui sont beaucoup moins fantasmes. Autant dans la saison 1, c'est un reproche que j'avais pu faire. Qu'ils avaient des costumes très World of Warcraft un petit peu, tu vois, des grosses épaulettes, des trucs sur les casques, etc. Là pour le coup on a des trucs beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus proches de la réalité historique. Mais dans la saison 1, ils étaient en période de paix, donc c'était surtout des armures de tournoi. C'est pas faux. Non mais oui, c'est vrai, c'est à noter. Alors que là, justement, même au sein des armées, tu prends les Hightower. Alors il y avait déjà aussi ça chez Lannister, mais tu vois les chevaliers qui sont en armure de plate complète, la piétaille qui ont un peu moins d'équipement, les troupes légères, puis même au-delà de ça, même on voit beaucoup de passages sur le peuple, on en reviendra un petit peu après là-dessus. Il y a beaucoup de passages sur le peuple, ils ont des costumes très totalement d'époque, tu vois. C'est très mais pas comme et pour le coup c'est surprenant parce que c'est Game of Thrones qui a un peu instillé cette espèce de mode de le Moyen-Âge c'est sombre et c'est crade et c'est le caca et puis c'est tu vois. Et là pour le coup ils sont très en costume coloré avec de la variété même au sein du peuple, tu vois. Ce qui était historiquement réel, tu vois. Le Moyen-Âge effectivement c'était pas tout noir, tout gris, il y avait beaucoup de couleurs, etc. Beaucoup aussi d'éléments de petites habitudes, par exemple on voit un passage où Kristen Cole nettoie son épée avec du citron et du sel, tu vois, c'est ce qui se faisait historiquement. Il y a beaucoup de petits éléments comme ça où on voit qu'ils ont fait des recherches. Alors forcément il y a George Martin derrière qui
lui a manifestement fait beaucoup de recherches sur le sujet, tu vois. Mais il y a beaucoup de petits détails comme ça qui font assez plaisir d'un point de vue historique. Ouais, mais alors il y avait déjà ça dans Game of Thrones. Je sais pas si tu te souviens, Tywin à un moment il nettoie sa lettre aussi avec du sel pour. Oui, alors, pas du mais sel pour là je trouve que c'est plus appuyé, c'est comment dire. Bah tu vois quand c'est Tywin qui le fait, c'est vraiment. Mais c'est Tywin, tu vois. C'est un grand personnage de l'univers, etc. Là on le voit sur beaucoup de petits personnages en arrière-fond, des trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a un sens du détail là-dessus qui a été plus apporté, j'ai trouvé. Mais alors après, alors déjà, on sort aussi d'un âge d'or de Westeros, donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens sont plus colorés et tout, parce que. Et il y a aussi le fait que Martin voulait justement une série plus colorée. Enfin, il trouvait, notamment sur tout ce qui est blason et tout. Ce qui est réussi puisque du coup. Oui, mais c'est réussi et en plus c'est historiquement vrai. Tu vois, on a une tendance à penser que le Moyen-Âge c'est tout gris et froid, alors que non, pas du tout. C'était au contraire très coloré. Quoi. Non, et puis même les armures restent assez classe, je trouve. Oui. Non, mais puis même petit point de détail, par exemple, les Lannister, ils ont réussi à trouver le style Lannister, mais sans, parce que Tywin il avait fait une réforme de son armée dans Game of Thrones. Oui. Effectivement, et là on voit que, hormis les chevaliers à cheval, on voit que ça reste, on va dire, de la petite taille. Oui, non, mais j'ai compris. Un chevalier peut être démonté aussi, mais hormis les cavaliers, on sent qu'ils s'en jettent un petit peu. Les Lannister, ont eu des troupes. De ce qu'on a vu, ont des troupes, on va dire, tout à fait basiques et pas bien équipées comme. Et en plus, en gardant le style. On connaît le style et en même temps, on reconnaît qu'il y a un truc du genre 300 piges entre Game of Thrones et un peu moins peut-être. 150 ans. Ouais. Voilà, et on reconnaît que les armures ont évolué un petit peu, tu vois. C'est pas du tout exactement les mêmes. Les casques sont différents. Mais on reconnaît, les Tully ont toujours, par exemple, leur armure en écaille. Les Lannister, on les voit bien. Les Baratheons, alors, qui sont absents de cette saison-là, ils avaient aussi un petit peu les mêmes casques à andouiller dans la saison 1. Les Stark, c'est les Stark, voilà, les Chevaliers du Val ont toujours leur costume. Ils ont réussi à garder le visuel en faisant légèrement plus vieux, parce qu'après, technologiquement, ça n'a pas beaucoup avancé en 300 ans dans l'univers, mais certes, mais c'est aussi très appréciable. On reconnaît qu'il y a une évolution, quoi. La tentative est là. Je reviens du coup sur à la base, on partait sur une conversation politique entre guillemets, jeu politique. Oui. T'as déjà dit que Rhaenyra avait son conseil de branquignol. Moi, j'ai dit à côté que tous les personnages semblaient subir les événements. Et je trouve que justement, c'est un de ces gros points forts, même si ça amène quelques longueurs, un des gros points forts de cette saison 2, c'est cette manière de mettre en parallèle les deux conseils restreints des deux côtés, qui en réalité sont des deux côtés des branquignols, pas très compétents, ou qui servent un petit peu dans leur coin, mais tu vois. Et il y a cette espèce de difficulté du pouvoir à gérer les conseillers, à ce que tout le monde soit dépassé par les événements, à ce que tout le monde soit incompétent, mais vraiment des deux côtés, de manière égale, tu vois. Oui. Tu le disais, on a du mal à choisir son camp. Ah oui. Après, tu vois, dans les deux camps, il y a certains éléments de compétence, et tu vois, dans les deux camps, il y a le vieux couson qui casse les couilles, tu vois, Oui, non, mais qui en même temps, alors il casse les couilles, mais en même temps il n'a pas tort, tu vois. Par exemple, le vieux couton du camp de Rhaenyra, fondamentalement, quand il est là à dire oui, vous ne devriez pas aller en première ligne parce que si vous mourrez, en fait, on a perdu. Alors, oui, ça bloque la situation, il s'empêche de faire quoi que ce soit, mais fondamentalement, il a raison. Oui. Non, même des fois, les vieux coutons, ils ont. Ils ont des fois un peu de bon sens, on va dire, ils sont pas totalement. Oh là, j'aurais pu faire des blagues politiques sur le vrai monde, mais on va se calmer. Oui, mais alors, en plus, pareil, en termes de géopolitique, il y a aussi beaucoup de postes qui sont liés pour assurer des alliances. Oui, en plus de ça, oui, bien sûr. Donc. Oui, typiquement, le Lannister qui est au conseil restreint des Verts, qui est visiblement. Alors, même s'il s'en sort bien dans cette saison, bon, c'est un peu une dentouse, quoi. Il y a des choses à savoir après aussi, mais bon. Certes. Oui.
Mais ouais. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce parallèle que dans les deux camps, ils savent pas vraiment quoi faire en fait. Et ils subissent vraiment les événements. C'est la troisième fois que je le répète, mais. Et à côté de ça, alors ce que j'ai bien aimé, qu'on voyait pas du tout dans Game of Thrones, ou vraiment de manière parcimonieuse, et que là on voit beaucoup plus, même si, je reviendrai après, c'est pour des raisons de scénario plus que d'ambiance, on voit beaucoup plus le point de vue du peuple, la manière dont le passage de la paix à la guerre, la manière dont la peur s'installe, dont la famine s'installe, les réactions des pauvres gens qui essayent de se démerder un petit peu. Alors, c'est mis en place pour amener toute la partie des bâtards qui vont récupérer des dragons après, mais du coup, c'est appréciable. On voit, il n'y a pas seulement que les grandes familles qui font leur guerre de l'autre côté, on voit vraiment les conséquences sur les gens, tu vois. Et j'ai trouvé ça appréciable. Il y avait un peu ça dans Game of Thrones, notamment dans le conflant, quand Arya et le limier, ils traversent. Oui, mais on voit juste une famille comme ça et qui finissent par massacrer. Et en fait, c'est plus pour mettre en avant Arya et le limier et leur différence de vision du monde, tu vois. Oui, là, c'est vraiment le peuple, comment eux ils réagissent. Mais parce que le peuple a son importance dans la danse des dragons aussi. Et évidemment, il y a tout le côté qui le peuple va soutenir, qui effectivement. Oui. Alors déjà, de toute façon, ils le disent plusieurs fois. Rhaenyra, c'était quand elle était petite, la petite fille chérie du peuple ou je sais plus quoi. Mais même, alors, de toute façon, vous faites comprendre, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer à Port-Réal. Oui, et Port-Réal, si t'as pas le peuple avec toi. T'as beau avoir des chevaliers puis le guet, voilà. Et dans Game of Thrones, c'est dans House of Dragon, ils ont monté à plusieurs reprises que le guet, en cas de grosse insurrection, ils se font rapidement surmener quand même. Donc, après, on voit quand même que toujours l'influence, comme c'est Daemon qui a créé le guet, on voit toujours la grosse influence qu'il y a là-dessus quand même. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Oui, bien sûr, évidemment que c'est normal. Mais, ça a son rôle dans l'histoire. Et oui, dès le premier épisode d'ailleurs, le fameux fromage, oui. Fromage et je sais plus quoi là. J'allais dire fromage et champignon. Oui, ouais, mais c'est pas fini, mais ça fait partie. Oh, d'ailleurs, ça me fait aussi penser. Je parlais de figurines tout à l'heure. Il y avait, ils ont le développeur du jeu de figurines ont développé le même jeu mais en version bataille d'escarmouches. Et dans leurs 3 boîtes de départ qui vont sortir, il y a notamment le conflit des Verts et des Noirs qui se passe à Port-Réal. Et c'est ça qui me fait penser parce que dans les deux camps, il y a un manteau doré, c'est pour ça. Ah oui. Voilà. Ah bah, après, je pense qu'ils ont dû profiter pour surfer un petit peu sur le succès de la série. Ils ont raison, cela dit, mais. Alors non, puisque tu as une partie. Non, ils ont mélangé plusieurs époques en fait. Oui, non, mais je sais bien, mais je veux dire, sur la communication, dire, hey, regardez, le conflit que vous voyez en série là, on le récupère dans notre jeu. Oui, c'est logique, mais. Petite parenthèse, jeu figurine. Voilà. Tac. Que dire d'autre? Ah oui, j'allais dire que je trouvais que pour le coup, c'était assez peu appuyé, mine de rien, l'importance de Rhaenyra aux yeux du peuple. Effectivement, toute la partie petite fiche du peuple ou je sais pas quoi. Alors on le voit très vite fait quand elle leur envoie du poisson, mais c'est pas tant appuyé que ça. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que. On a l'impression que le peuple choisit un camp plus par dépit de l'un que par réel soutien de l'autre, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est vrai, même dans notre monde aussi. Hein. Certes, je suis d'accord. 80% de la population en général, ils vont soutenir celui qui leur permet d'avoir à bouffer. Hein. Certes, je te l'accorde. Sachant que ça fait plusieurs fois que tu me tends des perches, donc j'ai développé ça tout de suite. Dans cette saison, alors pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, ça se voit pas trop, mais il y a aussi beaucoup de mise en place d'un certain nombre de personnages ou d'événements qui vont avoir lieu après. Par exemple, les bâtards targaryens, si t'as pas lu les livres, personnellement j'aurais trouvé ça un peu longué. Au début, j'aurais pas vu où est-ce que ça nous amenait. Mais comme j'avais lu oui, d'accord. Tu veux dire qu'effectivement,
tout le passage alors ce que j'appelais moi le développement du peuple du coup, tout le passage avec Ulf le poivreau et puis le forgeron stylé là, j'ai oublié son nom. C'est Hugues le marteau et Ulf, ouais. Ouais, voilà, et effectivement si t'avais pas à l'avance le savoir qu'ils allaient utiliser les bâtards Targaryen pour faire des trucs, t'aurais trouvé ça longuet en disant où est-ce que ça mène, tu vois. Ouais, voilà. Et effectivement, c'est des critiques que j'ai pu voir assez régulièrement, de se dire, mais alors oui, c'est intéressant le peuple, etc., mais on s'en fout de ces deux personnages-là. Effectivement, il avait besoin de les Mais voilà. mettre en place. Mais du coup, il y a plein d'événements. Donc, il y a les bâtards, il y a la famine du peuple, relation. Ou par exemple, tout à l'heure, tu te posais la question pour Alice River aussi. Alice River, ils sont en train de la mettre en place pour après. Bon, voilà, ils sont en train de trouver qu'il y aura un lien avec Aemond. Je posais pas tant la question, c'est plus. J'aurais aimé qu'ils en développent un peu plus dans cette saison plutôt qu'ils retardent le truc, tu vois. Plutôt que de passer trop de temps sur Daemon. Bah, en fait, je trouve que cette saison continue à mettre en place un certain nombre d'autres choses qui vont arriver après. Ce qui fait que moi, dans les critiques que j'ai vues, justement, il y a un peu moins bien accueilli, mais je pense parce que il y a beaucoup. Les gens vont avoir besoin de la saison 3 oui. pour comprendre une bonne partie des choses de la saison 2 qui se sont mises en place. Je suis d'accord, en fait, c'est ce qu'on disait en introduction. On s'attendait à la guerre, et c'est pas la guerre tout de suite, et du coup, d'où la déception, d'où le fait que beaucoup de gens, moi compris, et toi compris visiblement, ont un peu moins aimé la deuxième saison. Parce que comme on n'a pas eu on voulait que ça fasse pam pam boum boum, mais ça n'a pas fait pam pam boum boum quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Après, il y avait de belles armures, il y avait de beaux dragons. Enfin, petit point d'ailleurs sur les animations des dragons. Les dragons sont vraiment très réussis. Les dragons sont exceptionnels, putain. Le Vermithor, tout le passage où il commence à cramer des gens, etc. Oh oui, Smaug, faites des gros Smaug s'il vous plaît. Ah oui, non mais même le combat entre dragons qui est avec des acteurs qui sont dessus, je trouve est très bien réalisé parce que c'est pas des combats entre dragonniers. Oh il y a Eragon. Mais même pas dans le. Si, c'est pas un dragon en face donc. Oui mais oui, c'est-à-dire des créatures volantes. Oui. Enfin, de toute façon, c'est pas forcément la meilleure comparaison de l'univers, mais. Oui, voilà. Mais la chorégraphie d'animation de combat des dragons, je trouvais très bien réussi. Mais le combat est à la fois clair et à la fois. Ils ont réussi à rendre ça à la fois clair et dantesque. On voit que ce sont vraiment des gros monstres et que même leurs cavaliers ne contrôlent pas forcément tout ce qu'ils font, etc. C'est déjà un élément qu'on avait pu voir dans la critique de la saison 1, que on voit bien que les dragons. Ce sont des bêtes intelligentes, certes, mais ce sont quand même des bêtes. Et elles sont. Si elles décident de te becter un moment, elles vont te becter un moment, quoi. Ouais, surtout aussi, elle montre la puissance dans le sens. La seule grosse bataille qu'on voit du film, qui est un siège, qui est un peu un siège un peu n'importe comment d'ailleurs. Peut-être que viendra bientôt une analyse stratégique de la chose, peut-être. Ah. Oh. Mais voilà. Après, voilà, ça faisait partie du plan. Fallait se faire sortir des dragons et tout. Mais par contre, effectivement, l'armée royale qui est censée écraser le château, finalement, en fait, subit d'énormes pertes parce qu'il y a un dragon qui vient foutre le boxon. Oui, clairement. Bon, techniquement deux parce qu'il y a eu un peu de tirallier. Oui, du tirallier Comment ça, du tirallier? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais voilà, on voit vraiment qu'un dragon renverse tout seul le cours d'une bataille, quoi. C'est vraiment l'arme nucléaire de l'univers. Très clairement, c'est comme ça que ça traité. Oui. Oui. Et c'est assez bien montré et très réussi. Oui, et puis vraiment, les dragons sont d'une violence, mais waouh! Dès qu'ils crachent le moindre feu, tout qui part en vrille, quand ils marchent, on voit qu'ils font pas attention sur quoi ils marchent et que les gens se font massacrer. C'est waouh! C'est très impressionnant, effectivement. Oui, surtout qu'on a aussi deux énormes dragons, c'est pas. C'est pas le petit dragon habituel, quoi. C'est pas Drogon Là, on est sur vraiment quelque chose de massif. Ou même, Mélis. Sur Smaug. Ouais, mais même le dragon là de la reine qui ne fut jamais. Quand il s'écrase, c'est pas le plus gros, mais quand il s'écrase, il est suffisamment gros pour faire exploser un château dans sa chute, quoi. Oui, clairement, tu vois. Alors, on n'est pas encore sur Gorgoroth, mais pas loin.
Oui, non, mais oui, très clairement. Et alors ça m'amène à une possibilité de ce que tu es en train de dire, c'est que je trouve que on voit qu'ils ont eu plus de budget sur cette saison que sur la saison 1. La saison 1, c'était déjà un reproche que j'avais pu faire, c'est que on voit que par rapport à Game of Thrones, alors il y a plus de budget que la saison 1 de Game of Thrones parce que les choses ont évolué, etc. Mais on voit quand même qu'ils avaient, je pense qu'ils n'étaient pas encore trop sûrs de leur coup pour la saison 1, et là ils ont vu que ça avait marché, donc ils ont dit allez, vas-y, on fout le pognon comme il faut. Et effectivement, on voit des meilleures armures, des meilleurs costumes, les dragons qui sont beaucoup plus présents à l'image et beaucoup plus imposants, beaucoup plus animés, etc. On a une très grosse bataille qui contraste violemment avec la bataille de la saison 1 qui pue la merde. Je sais même pas de quoi en faire une analyse stratégique. C'est celle où. Celle de... Oui, avec les Vélarions. de Grès de Pierre, là où Daemon il court comme un demeuré au milieu des flèches, là. Ça n'a aucun sens. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire sur cette bataille, en termes de réalisme, etc. Mais. Elle est impressionnante, elle est claque, quoi. Parce qu'elle est dragon. Oui, non, mais... en vrai aussi parce qu'il y a l'effet, les différents, tous les l'héraldique qui claquent. Ouais, c'est ça. Même avant que les dragons arrivent, on voit quand même les armées marcher, les archers tirer, les murailles. On a un château fort, on a tout un tas d'éléments de siège avec des échelles, etc. Et même avant ça, la préparation où on les voit taguer les. On a vraiment une bataille. Ça n'est pas une grande bataille, ça pourrait être mieux. On a un truc cinématographique qui en veut du lourd. On voit qu'il y a des troupes sur le champ de bataille, il n'y a pas 3 Paquino, tu vois, c'est... Oui, j'espère que dans la saison 3, on aura aussi... Voilà, on les veut, ces putains de batailles, on les veut. C'est pas oui, et puis là, vu comment ils ont terminé le dernier épisode, il y a intérêt, surtout que... Mais même les batailles qui sont passées en ellipse, comme celle du Moulin Brûlé, c'est ça, c'est la bataille du Moulin Brûlé que ça s'appelle? Oui, je crois, c'est ça. Ouais, alors elle est passée en ellipse, alors que c'est quand même une bataille importante de cette période, mais on voit quand même drastiquement la violence quand t'as le plan sur tous les corps qui sont en train de crever, de pourrir dans des barres de sang là. Tu te dis ah oui, ils ont pas fait semblant quoi. Ouais. Et c'est pas les pires, hein, parce que celle-là c'est resté 500 bonhommes contre 500 bonhommes. Oui, mais ce qui est d'ailleurs une échelle aussi, on revient sur la comparaison historique. 500 bonhommes contre 500 bonhommes, c'est une échelle tout à fait médiévale classique quoi. D'ailleurs, ce petit point assez appréciable, il donne des chiffres qui sont d'ailleurs issus des bouquins. Il dit voilà, on a une troupe de, je crois, de 2000 bonhommes contre une garnison de 1100. Oui, effectivement. Et effectivement, on est en plus dans tout ce contexte médiéval. Alors il y avait un petit peu ça dans Game of Thrones, mais on est sur des armées beaucoup plus vastes. Ils nous disent il y a 20 000 Nordiens, 60 000 hommes avec Tywin. Là on est vraiment sur des batailles féodales où voilà, on monte, chaque seigneur monte. D'ailleurs c'est aussi bien représenté et dans l'Ouest et dans le Bief. On l'a dit, chacun lève ses armées au fur et à mesure avec ses seigneurs et tout. Effectivement. Écoute, tac. Moi j'ai dit ce que j'avais à l'intérieur. Alors donc tu vois, je vois que tu exultes tout à l'heure de faire ton petit point fidélité au livre. Je te laisse introduire, vas-y, je t'en prie. Alors, je sais plus si ça avait été dit pour la critique de la saison 1, mais donc le livre ici présent, il est conçu en fait comme une sorte de d'annales historiques. Martin se place comme en fait un espèce de chroniqueur. Voilà, en telle année il s'est passé telle chose. Donc ça va du commencement d'Aegon le Conquérant jusqu'à une cinquantaine d'années après, je crois, la fin de la Danse des Dragons. Discord ne répond pas, non? Ah non, moi c'est bon, je t'entends. Ok. L'événement est conçu surtout pour la Danse des Dragons. En fait, il y a des événements issus d'un espèce de compileur qui se base, comme tu disais tout à l'heure, sur 3 sources différentes. Donc tu as une source proche de Rhaenyra, une source proche des Verts, donc qui est à savoir le maître de Orwyl, là c'est le maître noir qui est à Port-Réal, et plus un troisième qui se veut un peu plus modéré. Donc les différentes sources se confrontent, et donc on a des événements, et c'est ça qui est très bien pour
pour la série, c'est qu'on a des événements fixés, mais dont le déroulement laisse de la marge de manœuvre pour de l'interprétation. Voilà, parce que, comment dire, effectivement, c'est ce que j'avais dit vite fait au début, que on a les 3 témoignages, des fois n'entrent en discordance et ne couvrent pas forcément un truc. Quoi. Et donc, effectivement, c'est là la marge de manœuvre de la série, de pouvoir naviguer entre les différents témoignages pour dire c'est plus un qui a raison que l'autre. Tu vois. Voilà, je prends un exemple tout con dans la saison 1. Dans le livre, on dit ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé entre Rhaenyra et Criston Cole, enfin ce genre de choses. Il y en a qui disent qu'ils se sont juste sachés, il y en a qui ils étaient amants et puis ça s'est mal passé. Là, ils ont clairement pris le parti. Enfin, en fait, ils ont été amants et l'autre lui en veut pour ça. Quoi. Et alors, globalement, les 2 saisons sont assez fidèles au livre, même du coup en termes de temporalité. Enfin, quand on suit le livre, là, on s'attendait de la bataille et tout, mais en fait, le moment n'est pas venu. Les personnages sont assez fidèles. Même si je mets un petit bémol, il y a un certain nombre de personnages, notamment des nouveaux. Je suis curieux de voir comment ils vont les tourner dans les saisons suivantes. Ça fera partie des attentes pour la saison 3, écoute. Voilà. Et voilà, le seul aussi petit point un peu contestable dans la saison 2, je trouve, c'est du coup Daemon qui passe énormément de temps à Harrenhal, alors que dans le livre, il perd pas de temps justement. Enfin voilà, c'est un homme d'action, c'est l'un des seuls gars en plus expérimentés de Westeros, enfin dans le conflit et tout. Il arrive, enfin c'est lui qui commence à mettre au pas rapidement, et il met pas 8 saisons à former son armée, quoi. 8 épisodes, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, alors, je pense que encore une fois, d'un côté, ça permettait de développer Harrenhal, ce qui est un point positif, alors même si effectivement il y avait des longueurs sur Daemon. De l'autre côté, je pense que ça permettait de clore son cheminement scénaristique entre guillemets et de pouvoir l'expédier seulement comme un soldat entre guillemets dans les saisons suivantes. Tu vois. Pas qu'il ait seulement ces événements de bravoure sans avoir de réflexion psychologique. Là, si tu veux, on sait, en tant que spectateur de la série, on sait où il en est et il y aura plus d'évolution là-dessus, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la fin de cette saison 2 dit, voilà, Daemon maintenant c'est ça, et il va plus bouger psychologiquement là-dessus, tu vois. Et bah du coup, je suis très curieux de savoir comment ils vont tourner certains événements dans la saison 3. Mais après, il y a déjà, typiquement, le dragon de Aegon, il meurt pas du tout dans le bouquin, et il va être important après. Et là, il est mort. Ouais. Mais... après, il a une importance, il pourrait être facilement remplacé, mais il y a quand même 2-3 trucs qui divergent. Quoi. Après, ils disent qu'il est mort, mais ils ont pas ramené le cadavre et tout, parce que c'est pareil. Hein, dans le ils disent textuellement, mon dragon est mort, tu vois, il n'y a pas de... Oui, et peut-être qu'il le sait pas, parce que dans les bouquins, c'est pareil, en fait, il peut plus voler, tout le monde pense qu'il va crever, il est laissé à l'agonie sur place, parce que, en plus, il est blessé, donc il mord tout le monde. Et au bout d'un moment, en fait, on se rend compte qu'il a disparu, et puis on sait pas trop par quel miracle il a réussi à rejoindre Aegon. Donc, ça reste pas un peu... Là aussi, un truc tout con, dans la saison 1, il faisait mourir le ver blanc, donc là, la putain qui devient, on va dire, maître des chuchoteurs. Mais non, ils l'ont pas fait mourir dans la saison. Ils ont juste cramé sa maison, mais on voit pas qu'elle est morte ou vivante. Ouais, on a l'impression qu'il t'en débarrasse, surtout que tu la retrouves dans un piteux état. Finalement, tu vois, elle est pas morte. Donc, ils peuvent jouer aussi là-dessus, pour moi. Je pense que, et c'est l'avantage encore de la façon dont le bouquin est écrit, je pense qu'ils peuvent encore surprendre. Il y a des choses... Oui, bien sûr, je suis absolument d'accord, oui, bien sûr. Et je trouve que c'est un bon point, parce que souvent, il y a... Dans les adaptations de livres ou d'univers, c'est très compliqué de rester fidèle tout en, on va dire, le permettant le développement cinématographique, ce genre de choses. Je trouve que là, ils ont quand même un bon truc pour à la fois satisfaire les fans et à la fois faire un peu ce qu'ils veulent. Certes. Alors, ce qui me permet de faire une petite transition sur un petit point qu'il faut refaire à chaque fois, qui est le point wokisme de ces morts. Alors, d'autant que ça m'avait été reproché en commentaire dans la saison 1 qu'on n'en parle pas. Et je trouve que autant dans la saison 1,
ça allait parce que, comment dire, c'était un peu justifié. C'est un peu justifié. Bah, il y avait une famille. Voilà, il y a une famille. Autant dans la saison 2, je trouve qu'ils appuient beaucoup plus sur. Il y a très souvent des noirs qui sont présents à l'écran un peu partout dans la ville, comme si c'était normal. Et il y a clairement plus que juste une famille, quoi. Et c'est. Alors, moi, je vais prendre deux exemples où on voit que c'est pas du racisme, mais voilà, c'est gênant. Le premier point, c'est les bâtards de Velaryon. Oui, forcément. Du coup, bon, voilà, on voit que ils ont un lien de famille. C'est fait pour. Par contre, le souci, c'est que quand tu regardes bien à côté dans les charpentiers, si c'est des charpentiers pour la marine. Oui, les marins, quoi. Il y en a deux, trois autres. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, attends, est-ce qu'ils lui ont fait plein de plus de bâtards, ou ce genre de choses, ou ça apporte un peu à confusion. Mais surtout que, comment dire, alors, ça peut être mis au crédit de la série que comment dire, là, du fait que les bâtards de Rhaenyra sont effectivement totalement blancs alors que leur père est supposé être noir, ça ne laisse aucun doute quant au fait que ce soit des bâtards. Mais dans le bouquin, il y a quand même des gens qui doutent un petit peu, tu vois, parce que c'est juste la couleur, c'est basé juste sur la couleur de leurs cheveux qui soit pas légitime. Oui, mais alors justement, c'est là où c'est important. Ça apparaissait déjà aussi dans la saison 1. C'est que là, on est dans un univers médiéval et où on se base sur vraiment les critères physiques pour reconnaître. Et là, notamment, ne serait-ce que la couleur des cheveux. Les gens, ils sont en train de dire, ah, mais putain, mais c'est pas normal, les terriens, ils ont cette couleur de cheveux là. Dans la saison 1, c'était les Baratheons, ils ont les cheveux noirs. Oui, effectivement, c'est un élément très important. Ça a son importance dans le scénario. Et donc, alors, je veux bien pour les Velaryon, pour être sûr, sinon, ils ont tous des cheveux argentés, ça pouvait confondre. Mais après, si on en fout un peu partout, notamment là, du coup, à Karen, où il y en a un peu plus, ça peut perdre la confusion. Et le deuxième exemple, c'est dans la taverne à Port-Réal, où donc il y a Ulf, là, le poivreau, comme tu dis, qui approche, et puis il commence à dire, ouais, mais toi, tu es étranger, tu es dornien. Et j'avais pas vu, moi, le troisième personnage, donc je lui dis, ah bon, bah c'est le noir, bon, allez. Et en fait, pas du tout. Et ça crée un peu. Et surtout que ça crée une confusion d'autant plus grande que dans Game of Thrones, ils avaient respecté la fidélité pour le coup ethnique des personnages. Et des noirs, on n'en voyait que Aessos, logique. Enfin, que Aessos, ou qui était originaire d'Essos, tu vois. Voilà, ça donne. Alors là, t'as l'impression qu'il y en a à Westeros de manière normale. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une éradication ethnique en mode Afrique du Sud entre Game of Thrones et House of the Dragon. Ça n'a pas de sens, tu vois. Oui, surtout que même en plus dans cet univers médiéval, qui est du coup l'univers lui est raciste. Je prends l'exemple du ver blanc. On te dit c'est une putain en plus des sauces, je sais plus si c'est de Lizzie ou je sais pas Lizzie, de Lys. Oui. Voilà, on nous dit voilà, c'est une étrangère. Voilà. Faut se dire que dans la tête des personnages, quand ils voient d'autres personnages, quand ils savent que c'est un étranger parce que ça se voit, ils ont tout de suite leurs a priori. Même ne serait-ce que. Je vais pas l'employer si ton YouTube va censurer directement la vidéo, mais dans les bouquins, le fameux mot en haine est explicitement employé de manière tout à fait. Quand ils vont dans les tavernes, ils vont dire ah il y a cette pute haine, tu vois, t'as compris, qui est le mot est employé de manière usuelle quoi, parce que c'est par rapport à la psychologie des personnages quoi. Mais même les Dorniens, du coup, alors par contre, du coup, le Dornien, après, quand ils mettent le visage, ils te mettent bien quelqu'un de type arabe. Et même, les Dorniens, Christian Cole aussi, qui est un peu typé, ils te le disent, le Hightower, surtout que les gens du bief détestent beaucoup les Dorniens. Voilà, tu le vois visuellement et tu te dis, ouais, voilà, vous êtes des gens de petites vertus, gna gna gna, les Dorniens, quoi. Ouais, mais voilà, ces critères-là permettent normalement d'identifier directement les opinions des personnages vis-à-vis des autres d'un simple visuel. Normalement, voilà, tu sais qui est Dornien, tu sais qui est Nordien. D'ailleurs, un truc tout con, les Nordiens aussi, ils sont un peu détestés, mais tu les vois, tu les reconnais parce que c'est des barbus chevelus avec de la fourrure. Oui, absolument. Mais c'est d'autant plus, d'autant plus gênant et d'autant plus placé au forceps que, à contrario. Ils ont respecté la cohérence ethnique dans Game of Thrones, la série Game of Thrones, mais ils avaient aussi fait un effort énorme sur le jeu des accents. Alors en VF, forcément, tu ne l'entendais pas forcément trop, mais tu sais, ils avaient mis tel accent venait de telle région et ça s'entendait. Et là, du coup, c'est plus du tout le cas.
Oui, effectivement, les Dorniens, ils avaient un petit peu leur accent. Bah, mais même J'entends. ils avaient joué, alors je suis pas un expert là-dessus, je ne fais que répéter bêtement ce qu'on m'a expliqué. Ils avaient joué sur les différents accents, même les différents accents anglais, tu vois, en fonction des régions anglaises, en fonction de si c'était plutôt des Lannister, plutôt des gars du Nord, etc. Alors il y a, bah, je crois que alors, il y avait une famille qui avait un accent plutôt écossais de manière générale, tu vois, et toute la région, enfin, voilà, c'est que des éléments comme ça, quoi. Qui Ok, là, ouais. là, du coup n'est plus présent. Donc ça, effectivement, ça fausse vraiment la perspective du monde, et c'est dommage. Et je pense à cet élément parce qu'en plus, oui, il y en a dans Game of Thrones, mais là ça fait très forcé et ça a beaucoup fait réagir. Cette espèce de semi-relation homosexuelle entre Rhaenyra et le ver blanc, j'oublie son vrai nom. Miseria. Oui, Missaria, oui, c'est ça. Qui s'embrasse comme ça. Ok. Très bien. Après, ça reste une Targaryen. Oui, mais qui, là, il y avait vraiment un truc forcé, tu vois, un truc. Ah, regardez, non, mais vous avez vu. C'est pas comme. Encore une fois, on recompare avec Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y avait effectivement des relations homosexuelles qui, même étaient centrales, sur certaines étaient centrales à l'intrigue, notamment Laura Tyrell, évidemment. Qui, du coup, était centrale à l'intrigue. Enfin, ça avait une importance réelle, tu vois. Et là, c'est juste. Même dans la saison 1, le Velaryon, le premier mari. Oui, bah oui, évidemment, effectivement, bien sûr, absolument, oui. Oui. Qui, justement, enfin, ne couche pas trop parce que c'est pas trop. Donc forcément, ils peuvent pas trop avoir des enfants ensemble, quoi. Oui. Ah, ils ont essayé. Ouais. C'est toujours un point. Alors, c'est pas la série où c'est le pire, évidemment. La série, le film, enfin. Mais. Ça fait chier, quoi. Faut vraiment arrêter avec ces conneries. Surtout que, enfin, là, typiquement, enfin, voilà, on a typiquement les exemples. Pourquoi ça pose problème. Oui. Sachant que, enfin, encore une fois, dans. Enfin, même les Dothraki aussi, enfin, ils étaient typés. Ils avaient un certain type, enfin, on reconnaissait tout de suite un Dothraki. Ou même, enfin, il y a 2-3 personnages décrits blancs dans les livres qui sont mis noirs, mais enfin, c'était pas gênant parce que tu savais que du coup que c'était un mec d'Essos ou un. Oui, c'est ça. Voilà, enfin, c'est. Enfin, je pense par exemple à le marchand de quartz, enfin, de celui qui recueille Daenerys dans la saison 2. Oui. Voilà. Normalement, il est discret, enfin, il a la peau justement hyper pâle, enfin, il se parfume et tout. Là, dans la série, enfin, c'était pas gênant parce que tu savais que du coup que c'était quelqu'un d'Essos ou le garde dornien aussi, de chef de la garde royale. Absolument. C'est pareil, enfin, tu sais que tu vois. Alors déjà en plus c'était à Dorne, mais en plus tu sais qu'il vient pas de Westeros. Et d'autant plus que, même pour le coup, là où c'était justement dans Game of Thrones c'était plus intelligent, c'est que c'était pas du tout appuyé dans la série, mais il y a dans les bouquins il y a tous ces éléments de ce garde dont j'ai oublié le nom, qui effectivement avec sa grosse hallebarde là, tout le monde est là à dire c'est un étranger, il vient pas de chez nous. Et là effectivement on le voit beaucoup plus justement. Tu cherches la figurine, c'est ça Aero Ota. Ah. Non, parce que j'ai la figurine juste à côté en cours de peinture, donc j'ai. Ah ouais, très bien. Voilà, donc ce personnage-là, effectivement, dans le bouquin, c'est très appuyé que de dire c'est un étranger, il vient pas de chez nous, tu vois. Et donc là, c'était marqué justement par le fait que ce soit un personnage de couleur différente. Oui, ah, oui. Bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre à annoncer dans les détails, le nouveau générique est beaucoup mieux que le premier. Oui, je voulais faire une mention spéciale. Enfin, le jeu de truc dans le premier, il ressemblait à rien, on le comprenait pas trop. Oui, absolument. Alors qu'en plus, on venait dans la série. C'est ce que j'avais dit dans les critiques de la saison 1, c'est que j'ai compris qu'au dernier ou l'avant-dernier épisode que c'était censé être l'espèce de maquette de Viserys. Et là, alors. C'est. Déjà, toute la partie tapisserie est. Tapisserie, quoi, donc moi je suis fan, déjà de base. Oui. Et on reprend un petit peu l'espèce d'élément de Game of Thrones, tu sais, dans Game of Thrones, le générique il changeait à chaque fois en fonction des lieux où t'allais dans l'épisode. Oui. Et là, on retrouve cette thématique, on revoit les événements sur la tapisserie en fonction de ce qui se passe. Oui, j'ai fait. C'est typiquement l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas sauté le générique à chaque fois, puisque je voulais voir et je n'ai pas été déçu. Surtout, alors pour ceux qui ne peuvent pas savoir ou ne se sont pas rendus compte, parce que j'ai mis plusieurs épisodes aussi à me rendre compte, le début, ça raconte la chute de Valyria et la conquête d'Aegon le Conquérant. Oui, absolument, oui. Ouais, non, mais c'est un truc tout con. Par exemple, je me suis rendu compte que au 5e ou 6e épisode,
qu'à un moment on voit des gens cramés par terre, et en fait c'est telle bataille où tu vois en fait la main de la maison jardinier qui se fait totalement cramer, enfin puis tu vois les Stark et les Tully qui s'agenouillent, enfin ça raconte enfin, ouais, donc les événements de la conquête d'Aegon le Conquérant. Pour ceux qui ne savaient pas, et j'ai trouvé ça très très stylé, enfin dans l'animation est très appréciable. Enfin, on a un générique nouveau qui est alors, bien réalisé. Même s'ils ont toujours récupéré la musique des Game of Thrones, qui est, alors j'avais Moi ça me choque pas. Mais moi j'aurais préféré que ce soit la même mais avec une petite variation, tu vois, un petit changement. Bon, alors, ça change pas qu'ils le changeront. Alors moi ma question c'est, est-ce que ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte que leur générique de la saison 1 était pas ouf? Ou est-ce que ils ont fait ça dans une optique, voilà, on a 4 saisons et chaque saison va avoir son générique à elle, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Bah, on verra ça du coup pour la prochaine saison. Mais oui, ça a noté le générique bien mieux que la saison 1, très clairement. Tiens, puisqu'on parlait aussi de musique, les petites références musicales, évidemment. Les Stark, les Lannister. Alors même si les Lannister, bon, c'est un petit peu anachronique, parce que les petites Castamir... C'est stratégétique, donc tout va bien. Tant que c'est pas intragétique. Oui, ouais, non mais effectivement, les petits points musicaux, sachant que il n'y a pas énormément de musique, j'ai l'impression. C'est vrai qu'elles sont bien moins présentes. Déjà dans la saison, elles n'étaient pas tant présentes que ça j'ai trouvé, mais là elles sont encore moins présentes. Et surtout, elles sont moins présentes que dans Game of Thrones pour le coup. Alors après Game of Thrones, les musiques ont commencé vraiment à être présentes qu'à partir de la saison 5. Tu regardes, les thèmes sont déjà présents dans les premières saisons, mais c'est vraiment, je trouve que là où les musiques ont commencé vraiment à marquer, c'est à partir du moment de l'explosion du sépulcre de Baelor, tu vois. Ah. Ouais. Bon, après aussi, mettre des musiques quand tu fais des intrigues, restreindre ce genre de choses. Donc, effectivement, elles sont moins marquantes que ce qu'on aurait pu vouloir. Mais oui, effectivement. Il y a celle des Targaryens là avec. Oui, elle revient de temps en temps, effectivement, mais ouais. c'est la seule musique que tu repères, quoi, je trouve. À part celle que tu connaissais déjà de Game of Thrones. Ouais, oui. Et j'en profite puisqu'on est là-dessus. La saison s'ouvre sur les Stark et se termine sur les Stark. Donc les Stark en force, quoi. Ouais, oui, non mais tu aimais beaucoup le Tully, tu devrais beaucoup aimer le Stark. Évidemment, mais ça j'en avais aucun doute. Et il manque un autre gamin aussi qui va être balèze dans le conflant, mais je sais pas s'ils vont le mettre ou pas. Mais effectivement, le jeune Tully, il est prometteur et c'est normal parce que. Mais voilà, si on a fait le tour. Moi j'ai des petits points de détail après. Alors je note que quand ils sont à Essos, là quand le Lannister du conseil restreint est à Essos, on voit un mec avec une barbe bleue. Oui, très appréciable aussi. Mais je me suis dit, vous essayez de vous rattraper un petit peu pour j'ai oublié le nom du personnage de Game of Thrones pour le coup, merde. Daario Naharis. Daario Naharis, là. Vous essayez de vous rattraper un petit peu pour Daario Naharis. C'est un petit peu. Oui, là aussi, ça fait partie de toute une culture d'une des 9 cités libres des sauces. Enfin, donc, c'est les Tiroches. Oui, c'est Tirochi. Non, Tirochi, c'est les habitants. Oui, je pensais que justement tu voulais. Oui. Non, oui, c'est la culture Tiroche. Et puis là, d'ailleurs, on voit qu'on est à Essos. Ils ont. Donc, il y a celui qui a sa barbe bleue. Ils ont. Pas des Sarwell, mais. Des Sarwell. Non, mais ça porte un nom, ce vêtement. Oui, il y a les vêtements amples du désert, là. Ouais, voilà, tu sens que c'est pas. On n'est pas dans le Moyen-Âge occidental. Absolument, oui, absolument. De chez nous. Dans les autres éléments, moi dans les autres personnages que j'aime beaucoup, le forgeron très stylé, la bâtard Targaryen, qui a son gros smog à lui, qui a l'air d'être le meilleur dragon. J'étais en mode, oui, le meilleur personnage a son meilleur dragon, tout va bien. Je m'attends d'ailleurs à l'inverse, à ce que l'autre, le poivreau, la Ulf, il fasse des carabistouilles. Il est pas clairement parti pour faire des carabistouilles. Ah, ça.
Il y a plusieurs éléments qui sont en train Voilà. Enfin, là, typiquement... Je m'attendais à ce que tu répondes ça, bien sûr. Mais... Oui, non, mais typiquement, toute la trame là sur les bâtards, ça ne fait que se mettre en place. Oui, évidemment. Là, Évidemment, évidemment. Ce qui amène un autre petit point de détail, c'est que toute la scène où ils essayent de présenter les bâtards à Vermithor est complètement conne. C'est excessivement stupide, parce que peut-être t'as le mec sombrelin là qui essaye au début de récupérer... c'est fumée grise, je sais plus. Fumée des mers, un truc comme ça. ouais. Là, tu vois qu'il y a toute une espèce de cérémonie qui est en place. On lui apprend un petit peu des rusillements de Valyrien pour parler au dragon. Il y va tout seul avec seulement 3 mecs et tous les autres restent en arrière en mode oh là, s'il se passe un truc, on va se faire cramer. Là, pour les batailles, ils sont en mode oh, vous venez d'arriver? Bah écoutez, hop, allez, le dragon il est là-bas, allez le voir maintenant. Et allez-y tous en groupe, tous en même temps. Évidemment que ça allait mal se passer. Alors, oui, c'était le but, mais. Normalement, sinon, c'était une procession où chacun les uns après les autres testait leur chant. J'aurais trouvé même un peu long. Même en termes de montage, il y aurait pu avoir un espèce de petit montage entre guillemets à la entraînement de Rocky, tu vois, où ils essayent au fur et à mesure de passer, et puis puis ils passent, puis ils sont cramés. Tu vois, là, il y avait vraiment un côté, vas-y, on expédie la scène, tu vois. Parce que d'un point de vue, tu te mets purement à la place des personnages. Évidemment que ça n'allait pas marcher. Évidemment que t'as le plus gros dragon, on t'explique que c'est le mec le plus violent. Les mecs, tu les envoies, tu leur as appris 0 rudiment pour communiquer avec le dragon. Tous en même temps, allez-y, faites-vous cramer la gueule. Évidemment que ça allait mal se passer. Et il n'y avait pas trop d'autre choix. Après, c'était une solution désespérée. Certes, mais le but c'était quand même que ça fonctionne. Bon, alors ça fonctionne tant bien que mal, mais j'ai trouvé ça stupide, surtout en fait. C'est stupide surtout en comparaison de l'autre scène avec son grelin que tu avais vu avant, quoi. Mais l'autre, il avait le droit à une mort classe parce que c'était un chevalier à peu près classe. Certes, mais tu te mets à la place de Rhaenyra, ton but c'est que ça fonctionne en fait. Pour que ça fonctionne, tu fais... Là c'est vraiment... allez-y, je vous regarde. Mais ça a fonctionné, puis voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre élément à dire? Je pense que j'ai fini. Alors, Otto Hightower qui on nous explique, on le voit pas pendant 3 épisodes, puis ou même 4, et puis dernière scène de la saison, et en fait il est en prison. Pourquoi? Bah, vous le saurez que la prochaine saison. Ouais, bah après oui, enfin la prochaine saison va y avoir beaucoup de dénouements de toute façon. Oui, évidemment, mais là j'ai trouvé que c'est un petit peu... Au fait, vous n'avez pas entendu parler de ce personnage extrêmement important pendant 3 épisodes là? Bah, c'est parce qu'il était là. Vous posez des questions maintenant, hein. Tu préfères merde, comment il s'appelle, le bâtard de Baratheon ah merde. Gendry. Gendry qui pendant 6 saisons Bah oui, je préfère. Parce que l'explication est logique, tu vois. Quand on le voit quitter Seigneur Oignon, merde. Père Dragon. Oui, mais le personnage que j'appelle Seigneur Oignon à chaque fois parce que j'oublie son prénom. Le chevalier Oignon, Ser Davos. Ser Davos, voilà. Quand on le voit quitter Ser Davos, voilà, il lui dit hop, tu fais tes trucs, tu vas. Et en fait, quand on le retrouve, le personnage de Gendry, il a effectivement appliqué les consignes, tu vois. Oui, le temps est long entre les deux, mais on a quitté le personnage dans l'endroit, on le retrouve à l'endroit où on l'a quitté. Là, Otto Hightower, on lui a dit, hey, tu retournes chez toi, là, rentre chez ta mère. Et en fait, il est pas du tout chez sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, après. Ça m'a pas choqué plus que ça. Oui, mais parce que tu sais ce qu'il y a après. Oui, plus ou moins, parce que je crois que, parce qu'il est effectivement bien renvoyé. Sans le dévoiler, je veux dire, ça t'a pas choqué parce que tu le savais en fait, tu vois, c'est... Mais je savais plus s'il était terminé en prison ou pas, je me souviens plus. Je pense que d'un point de vue de spectateur qui vraiment n'a aucune connaissance des bouquins, ah ouais, tu es là toi, d'accord. Mais en plus, j'ai même pas reconnu tout de suite, parce qu'il y a vraiment une espèce de jeu d'ombre où on le reconnaît pas tout de suite, quoi, donc... Quand même. Bref. Est-ce que t'as d'autres éléments à ajouter avant qu'on passe à une conclusion? Non, pour moi, non. Ouais, on a dit pas mal de choses, on a bien développé. Oui, bah j'aurais pas dit que j'avais plein de choses à dire. Ah bah oui, bah là... D'autant plus, comment dire... D'habitude, quand on aime bien, on a moins de choses à dire, mais là...
plein de choses intéressantes à dire. On a bien Il développé. y a beaucoup de bons points qui ont quand même appréciables. Des petits points notamment, mais beaucoup de... Alors après, si on peut faire un gros reproche à cette saison, c'est qu'effectivement, alors, on l'a distillé tout au long de la critique, il y a quand même beaucoup d'éléments où ça traite en longueur, tu vois. Notamment après la bataille du repos des feux, moi je m'attendais à ce que, ça y est, ça va se lancer, et en fait, non, on retourne sur des intrigues où ça tergiverse un petit peu, etc. Et ça fait une espèce de ventre mou pour l'épisode 5, 6, 7, tu vois, il y a un ventre mou où tu dis, il se passe pas grand chose, s'il vous plaît, avancez, tu vois. Ouais. Voilà, c'est un des gros défauts de cette saison, qui va être rattrapé, effectivement, comme on a pu le dire, sans doute parce qu'il va être mis en place pour la saison 3. Bah, il y a intérêt, parce que sinon, là, il faut avoir la série. Oui, Enfin, oui, c'est certain. Ce qui nous amène à qu'attendre de la saison 3. Qu'attends-tu de la saison 3? Et ben la saison 3, du coup, comme j'ai dit, gros point d'attente sur le développement d'un certain nombre de personnages qui apparaissent dans la saison 2, voir comment ils vont orienter ça. Les bastons, mais alors là, non, là, ils nous refont pas le coup. Hein. Oui. Enfin, ils nous montrent 3 armées à la fin, 2 flottes, enfin, il y a moult dragons dans tous les sens. Surtout que s'ils veulent faire ça en 4 saisons, là, enfin, ils vont être obligés de faire des batailles marquantes de la danse des dragons. Et puis, globalement, c'est tout. Mais, c'est déjà pas mal, mine de rien. Voilà, moi, si j'ai ça me satisfera amplement. Enfin, pareil, j'attends les batailles, j'attends les réponses aux questions ouvertes. Toi, Hightower, si tu me regardes. Puis, oui, effectivement, le gros point d'attente, qu'on se lance enfin dans le vif du sujet, quoi. Que là, on a eu 2 saisons de bonne mise en place, tout est mis en place. Allez-y maintenant, battez-vous, on veut la guerre. Après, faut quand même prendre en compte que les batailles, encore une fois, ça veut pas non plus des batailles comme les champs de Pélénor. Oui, ça je veux bien, mais voilà. qu'ils ne refassent pas une ellipse comme le Moulin Boudé, tu vois. Autant le Moulin Boudé, là j'ai accepté parce que bon, ça rentrait dans le contexte de l'ambiance, etc. Mais on veut la voir, on veut voir du combat quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de combat, comme il y a les dragons, oui, mais on n'aura pas du fantassin contre du fantassin tout le long de la bataille. On est au moins 2-3 équivalents de repos des feux, tu vois. Au moins. Oui, mais voilà. Bon, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir aussi. Donc voilà, bilan plutôt très positif, quoi. Oui. On est dans la continuité de la saison 1, dans la continuité de Game of Thrones. Voilà. Et puis, pour répondre à la fameuse question que je suis sûr que vous attendez tous, team vert ou team noir pour ma part. Voilà, alors... moi, comme je le soulignais, moi je les trouve tous un peu hypocrites. Autant dans Game of Thrones, j'avais tout de suite ma faction d'adhésion, autant... Les Stark, voilà. Je me demande bien qu'est-ce qui a pu vous faire... Bah oui, c'est vrai. Ouais, on se demande bien, ouais. Il n'y a pas du tout un bouclier derrière toi, voilà. Ou ça, ou enfin... Bref. Et du coup, j'arrive pas non plus à choisir parce que je les trouve vraiment tous hypocrites. Mais... Tu as dit... Quand moi j'ai annoncé que j'arrive pas à choisir, tu as dit « Oh, moi je réserve mon choix pour la fin de la critique !» Tout ça pour dire la même chose que moi. Alors non, la différence près, c'est que moi je pars du principe, je suis fidèle aux Stark. Les Stark ont choisi un camp, donc je suis le camp de... Donc tu donnes exactement la réponse que moi, parce que moi je t'ai dit ça avec les Tully en fait. Non, parce que les Tully c'est un peu plus compliqué. Les Tully c'est pas une maison aussi honorable que les Stark. Hein, les Tully et les Stark sont quand même très souvent j'allais dire très souvent de concomitance. En fait je dis ça en me basant exclusivement sur Game of Thrones, j'admets. Mais bon. Ouais, mais bon, bref, les Tully et les Stark, les 2 meilleures maisons sont chez les Verts, chez les Noirs, pardon, effectivement. Excuse-moi, les Baratheons ils sont pas mal aussi quand même. Hein. Mais les Baratheons, ils ont choisi. Enfin, techniquement ils sont pour les Verts, mais en fait, dans les événements, ils ont décidé au lieu de faire la guerre, je vais chez Dorne parce que guerre dornienne, c'est rigolo. Mais d'autant que il y a des changements d'alliance aussi en cours de route. Ça on verra dans la saison 3. Mais... Oui, mais bon, enfin les Stark qui sont tout de suite prononcés respect des trucs, les Tully, c'était je sais pas trop. Et puis souvent d'ailleurs dans les événements, dans l'histoire de Game of Thrones, c'est souvent ça, hein, les Tully, c'est
Oh, je sais pas trop, j'attends de voir comment le vent tourne avant. Oui, mais la famille Tully est stylée, donc voilà, jusque-là, je... Ouais, mais franchement, si le jeune Tully t'a plu, attends de voir Cregan Stark en action, tu vas voir. Alors, on a le jeune Tilly, même dans Game of Thrones, on a le Silure, voilà, qui a des meilleurs personnages. Silure, c'est classe. Voilà. Par contre, Edmure, excuse-moi. Oui, non, mais d'accord. Mais... Asseyez-vous, mon oncle, asseyez-vous. Voilà, non. Voilà, non mais voilà, bilan très positif. Ouais. Et bien sur ce, on vous laisse, et puis il y a plus pour de la stratégie, des analyses stratégiques, ça y est, ça arrive enfin. On sait que vous attendez tout ça. Et puis l'hiver vient. L'hiver vient exactement. Salut. Voilà.